penser vers Dieu, notre Père, tous ces bons esprits qui sont là pour nous assister, ceux qui sont venus en mission, le guide spirituel de chacun d'entre nous, et qui n'attendent de nous que l'utilisation de notre libre arbitre pour nous élever vers eux, par l'étude, par les bonnes pensées, en faisant le bien. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour étudier les phénomènes de l'émancipation de l'âme aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre ces mécanismes, hein, pour pouvoir les observer, les mettre en pratique lorsque l'occasion se présente, mieux comprendre ce qui se passe pendant notre sommeil naturel et à d'autres moments, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, là, on est le 14 décembre, donc passé à l'avant-dernier module, le module 21, dont le titre c'est les phénomènes de l'émancipation de l'âme. Et donc, dans ces phénomènes de l'émancipation de l'âme, vous en avez quelques-uns qui sont cités, hein, le sommeil, les rêves, la léthargie et la catalepsie, le somnambulisme, l'extase et la seconde vue. Mais il y en a d'autres, c'est là où il faudrait qu'on mette le cours à jour. Par exemple, vous avez les expériences de mort imminente. C'est aussi un phénomène d'émancipation de l'âme, hein. Et vous avez aussi les moments de lucidité terminale en fin de vie. Vous avez, enfin, il y a d'autres catégories de ces phénomènes qui sont de plus en plus observés et qui sont apparus entre-temps. Depuis Alan Kardec. Alors, on va aller vers le texte, émancipation de l'âme, mettre un peu plus grand. Voilà, ça va? Oui. Voilà. Donc, on va d'abord voir ce qui se passe tous les jours, hein, le sommeil et le rêve. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir? À quoi sert le sommeil? Et qu'est-ce qui se passe quand on se rappelle de ce qu'on a rêvé, hein, en nous réveillant? On va justifier l'importance du sommeil sous le point de vue spirit. Donc, c'est le repos du corps, mais pas seulement. On va expliquer les phénomènes de léthargie et de catalepsie selon la vision spirit. C'est des mots qui sont un peu moins connus, mais qui existent toujours, hein. On va établir aussi la différence entre l'extase et le somnambulisme. On va caractériser le phénomène de la seconde vue. Et on va parler aussi donc des autres phénomènes comme les expériences de mort imminente dont j'ai parlé au début. Voilà. Alors, pendant le sommeil, quand on dort, donc on en vient là, hein, puisqu'on on se réveille le matin. Et d'ailleurs, cette nuit, j'ai rêvé, mais je me rappelle plus trop. Je me rappelle vaguement. Si on note pas tout de suite ce qu'on a rêvé, on l'oublie, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Non, moi je me rappelle toujours, Charles, et je rêve souvent après une nuit de sommeil entre la nuit et le réveil, c'est-à-dire la dernière phase du sommeil. Et c'est C'est normal de ça. faire ces rêves où je vais ailleurs et je me rappelle? C'est ça, c'est-à-dire, c'est quand on est dans cette phase justement entre Sommeil le profond. sommeil et le réveil, on est plus proche de notre conscience et c'est pour ça parce que pourquoi on ne se rappelle pas? Parce que notre esprit, c'est ce qu'on va expliquer, c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Notre esprit se détache du corps pendant le sommeil, hein. Mais le rêve, c'est lorsque le souvenir de ce qu'a vu et de ce qu'a fait l'esprit pendant le sommeil arrive jusqu'à la conscience, voyez? Mm. Et sinon, ça va rester dans le subconscient, dans l'inconscient, ce qu'on a fait, d'accord? Et donc, le fait que ce soit justement entre le sommeil et le réveil, on est plus proche de notre conscience, c'est pour ça que ça marque davantage notre conscience à ces moments-là, hein. Mm. Bon, après, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Vous avez plusieurs phases du sommeil, là, avec les fameux alpha, bêta, gamma, delta, au niveau des fréquences qui sont mesurées dans des électroencéphalogrammes, entre autres, hein. Vous avez une médecine du sommeil, hein, qui existe aussi pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Voilà, il y a toute une science médicale qui s'est développée autour du sommeil. Mais en général, elle n'observe que les aspects sur notre corps physique.
elle n'observe pas ce qui se passe avec l'esprit à ce moment-là. Christophe? On m'entend pas? Le micro? Ah, bah oui, Ouais, si j'appuie voilà. sur le mauvais bouton, moi. On dit souvent qu'on a rendez-vous avec plein de monde là-haut, notamment avec ses guides, pour Oui. trouver des solutions à des épreuves ou à des problèmes ou à je ne sais quoi. On peut avoir des solutions là-haut, mais qui finalement rentrent dans le phénomène du vol de l'oubli quand on est réveillé. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne se rappelle pas ou qu'on ne peut pas se rappeler du rêve, parce que sinon on aurait des réponses peut-être trop hâtives ou qui nous perturberaient. Alors, effectivement, ces questions d'oubli, euh, on les a vues ailleurs aussi, hein. C'est l'oubli de nos vies passées, par exemple, hein. Mmh. C'est-à-dire tout ce que l'esprit a dans sa mémoire ne vient pas dans notre mémoire consciente. D'accord? Mmh. Et là, bah, c'est un peu la même chose au niveau du sommeil, hein, parce que certainement, quand l'âme s'émancipe pendant le sommeil, euh, elle va pas forcément elle va voir des choses dont il n'est pas utile, voire même dont il serait nuisible ou Mmh. dommageable pour elle, de se rappeler de façon trop claire au réveil, hein. Donc c'est Mmh. un peu le même phénomène qui se produit, hein. Mmh. Mais on dit, il y a un dicton qui dit la nuit porte conseil. Mmh. Et donc, ce dicton, il n'est pas, si c'est un dicton, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité. Mmh. Et donc, même si on ne se rappelle pas dans le détail de tout ce qu'on a fait pendant le sommeil, on garde quand même instinctivement ou intuitivement quelque chose, même si ce Oui, n'est pas consciemment, tu vois. ouais, tout à Et fait. notamment, quand on hésite à prendre une décision, le matin, on se réveille, la décision est prise, même si on Mmh. ne se rappelle pas avec qui on était, de ce qu'on a rêvé, de ce qu'on a discuté, tu vois. Ouais, 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 ouais. «Ah, j'ai une super idée! Ah, génial!» En fait, ça vient pas de nous, mais c'est pas grave. Oui, voilà. Alors ça peut être quand on est Oui, conscient, et ça peut être aussi, effectivement, les super idées viennent parfois le matin en se réveillant, quoi. Voilà. ouais, OK. Et ça marche d'autant mieux si, euh, avant de t'endormir, tu fais une prière. Là. Dans l'Évangile, il y a les prières avant de s'endormir. Là, tu sais, Mmh. mon guide, aidez-moi dans la résolution de ce problème et faites que j'en conserve l'intuition au moment du réveil, hein. Tout à fait, Je résume un peu la prière, mais c'est ça. c'est ça. Et donc, bah là, tu te mets dans des conditions favorables, encore Mmh. plus favorables pour cette émancipation de l'âme pendant le sommeil. Mmh. Françoise? Oui, j'hésitais à le dire, mais il y a plus de 35 ans, j'avais des papiers importants de famille et tout dans un coffre et j'y allais plus depuis longtemps. Pour moi, c'était un petit peu enfin, voilà, j'y allais pas et un jour, c'était la fin de la location, j'ai dépassé, je me rappelais plus, le banquier m'a appelé et il m'a dit j'étais jeune: «Mardi, si vous ne libérez pas le coffre, c'est un huissier à la banque, hein». Et ah là là, je me rappelais plus le code et je me rappelais plus où j'avais mis la il y avait 2 choses que je me rappelais plus. Eh ben, écoutez, je n'étais pas spirit, rien du tout. Je me suis calmée, j'ai dit: «Ah ben, tant pis, l'huissier viendra», j'avais complètement oublié et je passe une nuit paisible et le lendemain, j'ai toute la série de codes dans ma tête, mais tout, hein. Je les inscris vite, je vais à la banque, ouais, c'était voilà, j'y avais été ce jour même et j'ai dit: «Ben voilà, j'ai retrouvé ceci», mais il y avait aussi une clé et que j'avais mis dans un endroit aussi, enfin voilà, pas loin des codes. Et ben, il était surpris comme moi parce que vraiment il était persuadé que jamais je retrouverais tout ça. J'ai rien dit, dans la nuit, ça m'est venu, j'ai pu tout libérer. C'est fou, hein? Donc c'est un exemple, ouais. Même parfois sur des questions matérielles, quoi, hein. Voilà. C'est des esprits, on voit nos guides spirituels, on voit nos esprits familiers, bah, qui nous aident dans toutes ces choses-là, quoi, Bah, hein. c'était des papiers quand même importants, que c'était familial, c'était pas matériel, c'est pas de l'argent, quoi, j'avais pas d'argent là. Quand ils peuvent ou quand ils boivent, quand ils doivent, hein. Donc Mmh. là, effectivement, ces choses-là se font. C'est super. Franck? Bonjour Franck. Oui, bonjour. Oui, en ce qui concerne le pardon, le sommeil, je crois qu'il faut être vigilant aussi à bien tenir compte
des découvertes scientifiques en ce qui concerne le phénomène du sommeil qui apparaît à un moment donné, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc qui inhibe en fait le corps. C'est pourquoi la raison pour laquelle on l'appelle paradoxal. Donc avec une intense activité cérébrale. Donc on peut même induire des rêves. Dans ces cas-là, il y a des exercices, des expériences qui ont été faites. Et je me suis même moi-même prêté à un exercice. C'est très amusant parce qu'en fin de compte, au moment où l'électroencéphalogramme enregistre que la personne rentre dans le sommeil paradoxal, on peut envoyer des stimulations, soit des stimulations auditives ou tactiles et tout, qui rentrent dans le rêve. Et en fait, la personne va avoir une expérience qui correspond totalement finalement à ce qu'elle a perçu ou à ce qu'on lui a fait percevoir pendant son sommeil. Donc, après, la réactivation mémorielle, elle est normale, hein, le fait que le corps soit inhibé. Donc, il y a les zones cérébrales de la mémoire sont réactivées. Donc, on va faire une sorte de reset et la personne va effectivement retrouver des choses qu'elle a cru oublier. Alors, c'est très complexe parce qu'on peut même induire des faux souvenirs. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans ce domaine. Le sommeil est quelque chose qui est très, très complexe, mais qui actuellement ne- ne- enfin, ne nécessite pas forcément l'hypothèse d'une extériorisation de l'esprit, quoi. Donc ça s'explique par des phénomènes électrochimiques et hormonaux qui sont de mieux en mieux connus. Alors, il peut y avoir des périodes de troubles, hein, comme les apnées du sommeil, que ce soit les apnées centrales ou des apnées obstructives, qui vont complètement dérégler justement la structure du sommeil avec les répercussions au niveau du corps, ce qui prouve bien qu'en fin de compte, on est tout le temps dans une interaction corps psychologique, enfin esprit, psyché, puisque ces apnées du sommeil, qu'elles soient centrales, c'est-à-dire d'origine neurologique, ou qu'elles soient obstructives, c'est-à-dire d'origine respiratoire, purement respiratoire, vont faire changer finalement le cerveau dans ses niveaux de fonctionnement avec ces fameuses ondes, hein, effectivement, alpha, bêta, mais qui ne sont en fait que des marqueurs des différents stades du sommeil. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est comme si on était en eau profonde, mais que l'on soit à la surface ou que l'on soit en eau profonde, bah, c'est toujours de l'eau, quoi, hein. Donc il n'y a pas il y a pas il y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, quoi. Donc au contraire, il y a une interaction de plus en plus étroite dans ces cas-là. Et c'est comme ça Si- qu'on arrive à soigner d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont des phénomènes de paralysie du sommeil, d'hallucination, de rêve éveillé, de choses comme ça qui s'expliquent d'une manière totalement logique, hein, par rapport à la visualisation justement de l'activité corticale, puisqu'en fait, je veux pas être trop chiant, mais il y a trop, il y a beaucoup d'interactions. Il y a le cerveau primitif et puis il y a l'aspect cortical. Donc, en fait, quand on est sur les phénomènes de sommeil lent léger, sommeil lent profond, ben, en fait, on va revenir finalement à un fonctionnement neurologique extrêmement primitif, voire reptilien. Et puis, à un moment donné, pendant le sommeil paradoxal, on réactive les zones cérébrales, corticales, qui vont dépendre de beaucoup de choses, hein, c'est très variable d'un individu à l'autre, et qui vont générer ces rêves, hein, ce qu'on appelle la période onirique, avec des enregistrements Alors, soit ça va être chaotique, soit ça va être logique, tout dépend du moment où on va se réveiller. Si vous vous réveillez juste après une phase de sommeil paradoxal, bah, effectivement, votre rêve va être beaucoup plus clair. Mais en fait, le rêve ne sera que le reflet de ce que vous avez vécu d'une manière immédiate. Par contre, lorsque le réveil est plus tardif, à distance d'une phase de sommeil paradoxal, là, ça sera beaucoup plus chaotique, voire il y aura un oubli, mais toutes les nuits, on rêve.
Voilà. Donc après, le moment du réveil est capital. Ce que disait un médecin avec beaucoup d'humour, c'est que le pire ennemi du sommeil, c'est le réveil matin, quoi. Il, il faut se réveiller naturellement et ne pas se faire réveiller artificiellement. Bon, ça, c'est Je suis vrai que obligé de mettre le réveil pour être à l'heure pour le cours, là. Surtout maintenant au Portugal, il est 7 heures. après même, on peut s'auto-programmer à se réveiller, hein. Ouais, voilà, ça c'est après quand on rentre dans un rythme plus régulier, effectivement, ça va mieux. Par exemple, quand je suis en France, c'est à 8 heures, donc là, je suis réveillé, il n'y a pas de souci. Mais à 7 heures, ben, notamment se réveiller à 6h30 pour manger un peu quelque chose avant le cours, Ouais. effectivement, j'ai besoin de forcer un peu les choses. Et c'est marrant parce que justement, c'est ce matin que je me rappelle de ce que j'ai rêvé, un petit peu, quoi. Hein, mais parce que les autres jours, moi, je me rappelle. Effectivement, Franck, c'est bien ce que tu nous dis, hein, la Alors science ça qui casse un avance peu, dans ses ouais. recherches. Hein. Ça casse un peu le mythe, hein, mais je suis désolé, mais c'est une Oui, non, réalité moi, neurophysiologique on ne peut pas on ne peut pas ne pas en tenir compte, quoi. Donc, voilà, je pense, parce que la science médicale, c'est sûr, elle suit quand même un paradigme matérialiste dans sa majorité, quoi. Hein. Donc, effectivement, le fait d'étudier le rêve, tous ces aspects matériels, etc., le fait de faire des expériences comme pour stimuler des choses pendant les phases de sommeil paradoxal, comme tu disais, ce sont des expériences qui sont intéressantes et qui permettent d'expliquer en partie les choses. Mais euh, voilà, il y a toujours des limites, quoi, ça n'expliquera pas tout. Donc, notamment les rêves prémonitoires. Hein, et ça, moi j'en ai eu sans le faire exprès. C'est certainement quelque chose qui était programmé dans ma vie avant que je sois spirit, quand j'étais encore jeune, pour euh, m'éveiller un peu à ces questions-là. Hein, et j'ai eu un rêve prémonitoire d'une chose qui était absolument improbable et qui a fini par se réaliser 2 ans plus tard. Hein. Mhm. Et le rêve, il était récurrent. J'ai rêvé de cette chose-là au moins une dizaine de fois. Hein. Et c'était le rêve, en gros, c'était que j'aurais la meilleure note au bac. Et alors que dans ma classe, il y avait 2 ou 3 ou 4, rien que dans ma classe, hein, qui avaient des meilleures moyennes que moi, quoi. Hein. Et le résultat, c'est que c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg, bac C et E confondus, quoi. Donc c'est un événement complètement imprévu, hein, et qui s'est réalisé. J'en ai rêvé au moins 10 fois avant que ça se produise. Voilà. Là, par contre, c'est un peu plus difficile à expliquer, suivant une vision matérialiste, quoi. Et le- la vision spiritualiste, elle permet de mieux expliquer ce cas-là, et elle permet aussi d'expliquer tous les autres. Françoise? Oui, alors ça, tête vite fait. Pour le rêve prémonitoire, parce qu'après, il y a quelque chose d'important que je vais dire. Le rêve prémonitoire, je me lève un matin très tôt, j'étais mariée, et je dis à mon mari, je viens de faire un rêve, j'ai vu un avion tomber le long de la falaise, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit Los Angeles, je pensais. Et j'ai vu des écharpes blanches sortir du cockpit, et j'étais dedans. Et je l'ai vu tomber. Et il me dit, oh, ben, tu as fait un cauchemar, ceci, cela. Il part au travail et à 13 heures, il y a les actualités. J'ouvre le poste et j'entends que je crois que c'est au large de Los Angeles, je ne sais pas s'il y a l'eau certainement. Et il parle d'un avion qui s'est crashé effectivement et dans la nuit et des fumées blanches partaient du cockpit. Et moi, j'avais vu des écharpes blanches. Donc voilà, un rêve prémonitoire que j'ai vécu en direct. Mais le pire, c'est que j'étais dans l'avion puisque je suis tombée en même temps. Donc j'ai vécu l'accident. Et alors, autre chose, on parle du sommeil paradoxal et on parle de la nuit, des rêves de la nuit. Moi, j'ai eu un choc immense parce que mon amie, ça faisait 40 ans qu'on se connaissait, c'est un couple d'amis, et Anna est presque décédée dans mes bras en finissant de me coiffer. Donc, le temps de l'amener à l'hôpital, bon, enfin. Et j'étais choquée. Je vais quand même 15 jours plus tard chez ma fille, en France, près d'Arcachon, et je me couche, je fais la sieste à 2 heures, à peine sur le lit. J'ai entendu une poignée de porte qui s'ouvrait, clac, vraiment qui s'ouvrait, alors que la porte était toujours ouverte de cette chambre. J'ai entendu des talons claquer, comme des talons carrés, alors que c'est de la moquette, et j'ai entendu des rideaux, comme ça, qui se fermaient, métalliques, alors que c'est du bois. Et donc, j'étais sur mon lit, je ne sais pas si j'étais éveillée ou pas, et j'ai vu
il y avait 2 infirmières, mais j'en ai vu une, blanche avec du bleu, la coiffe ronde, enfin, comme au temps de la guerre ou après la guerre, je sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Et on m'étendait un drap blanc, un drap frais. Il faut dire qu'il faisait 39 degrés là. Et donc, un drap frais au-dessus du corps. Et donc, tout ça, ça s'est passé. Et ensuite, j'ai entendu qu'on tirait les rideaux et hop, elles sont parties. Et moi, je me suis sentie tout à fait bien. Et la douleur d'avoir perdu cette amie, je suis spirit, mais bon, quand même, ça m'est passé tout doucement. Comment explique-t-on ça que j'ai fait ce rêve à 2h30? Et un rêve, alors j'ai appelé ça un rêve éveillé. Est-ce que c'était vraiment un rêve éveillé? Ben, écoute, c'est possible, hein. Alors, c'est là où moi je rejoins un peu Franck. C'est vrai qu'on a beaucoup, souvent, ce genre d'expérience. Il existe aussi des rêves qui sont complètement oniriques, comme on dit, hein, qui correspondent pas toujours forcément à une réalité, ou dont la réalité, elle a tellement été transformée justement par le réveil que on n'arrive plus vraiment à reconnaître ce qui s'est passé. Donc là aussi, chaque cas est un cas. Mais effectivement, c'est possible, hein. Alors, si ce qu'il faut voir, c'est les aspects extérieurs au rêve. Par exemple, bon, bah, tu as eu un moment d'émotion forte. Hum. Donc, ces moments d'émotion forte ben, sont propices justement pour cette émancipation de l'âme. Et il est possible que, ben, voilà, pendant ton sommeil ou entre deux, comme le dit Franck, hein, dans le sommeil paradoxal, Mais c'est après-midi, euh, hein? C'est l'après-midi, il n'y a pas de sommeil paradoxal l'après-midi, en sieste. ah, bah, ça dépend si tu fais une sieste, si, il y en a aussi. Ah, je Si, ne savais si, pas. les phases de sommeil interviennent quelle que soit quelle que soit l'heure. Si vous dormez, bah, les gens qui travaillent la nuit, par exemple, Hum. dorment le jour. Non, les différentes phases de sommeil interviennent quelle que soit l'heure à laquelle on s'endort. Ah, je ne savais pas. Sieste, ou si tu t'assoupis, hein, tu vois, Hum. tu passeras par ces phases-là, effectivement. Mais comment explique-t-on les bruits? Parce que les bruits étaient réels et irréels, puisque personne n'est rentré dans la chambre, la porte toujours ouverte, mais là on l'a fermée, les rideaux qui se tiraient, j'entendais tout c'était comme... et puis la silhouette que j'ai vue, et puis le fait de sentir au-dessus de moi cette fraîcheur, comme un drap que l'on agitait comme une fraîcheur. Comment explique-t-on les bruits, en fait? Ça- C'était des bruits. C'était des bruits, c'était peut-être des perceptions au niveau de ton âme, tu vois, ce n'était pas Mm. forcément des bruits physiques, tu vois. Ah non, non, il n'y avait personne dans Voilà. l'appartement pour faire ce Parce que bruit-là. si c'était des bruits physiques, ça peut être ben, des phénomènes similaires aux phénomènes de voix directe, hein, des bruits qui peuvent être créés par des esprits dans certaines conditions. Mm. Mais sinon, moi, je pense plutôt que c'était des perceptions que tu as euh, conservées dans ta mémoire sous forme de bruit, tu vois. En Mm. fait, C'est pas forcément des il y vrais. a S'il y avait un magnétophone, il aurait peut-être rien enregistré, tu vois. Ah En oui, fait, oui, 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 oui. les études montrent que le cerveau a besoin de cohérence. Donc, si on transmet au cerveau des informations complètement aléatoires, voire complètement contradictoires, eh bien, en fait, il va reconstruire une histoire, même si cette histoire paraît absurde, Mm. parce qu'il a besoin finalement de cohérence par rapport à tous les stimuli. D'ailleurs, dans les maladies psychiatriques, dans la psychose en particulier, dans les bouffées délirantes, le filtre de la cohérence saute. Et donc, on a des phénomènes hallucinatoires et des crises psychotiques qui interviennent comme ça d'une manière extrêmement brutale, hein. On peut avoir des bouffées délirantes, on appelle ça l'éclair dans un ciel bleu, Mm. c'est-à-dire ça prévient pas. Et donc, à un moment donné, tous les filtres de cohérence, entre guillemets, de rationalisation sautent alors soit de manière définitive ou alors transitoire. Et là, on a quelque chose de totalement absurde, voire de totalement effrayant. Mais de toute façon, le cerveau ne peut pas fonctionner sans avoir sa propre cohérence. Mm. Donc, quitte à se lancer dans des scénarios complètement absurdes, quoi. Donc, mais ça nous est tous arrivé, hein, voilà, à un moment donné, on ne sait plus trop où est la réalité et ce filtre qui va permettre justement de rétablir une sorte de consensus
plus par rapport au réel, eh bien, il tient essentiellement finalement à la bonne santé, entre guillemets, de nos neurones, de nos neurotransmetteurs, de tout ça. Et il suffit d'y toucher un petit peu, et ça fait partie. Même d'ailleurs pour les extorisations, on peut générer des phénomènes d'hétéroscopie, hein, c'est-à-dire de sortie du corps en stimulant le lobe temporal droit. Donc, Ah ouais. c'est de plus, c'est très, c'est d'ailleurs une des explications, hein, des NDE, puisque Mm. ça a été reproduit. Alors, c'est pas très satisfaisant en fin de compte, parce qu'on n'a pas la même phénoménologie entre guillemets, mais toujours est-il qu'il y a cette sortie du corps et tout. Voilà, on s'approche de plus en plus des scénarios de classiques, quoi. Mhm. Et là, et c'est totalement transculturel, c'est parce qu'en fait, notre cerveau, hein, qu'on soit français, chinois ou australien, bah, il est fait de la même manière, quoi. Il n'y a que la culture qui change. Donc, il y a le vernis culturel qui change. Cerveau humain, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Et alors, effectivement, hein, il y a beaucoup la science avance, hein, sur la connaissance du cerveau, même si cet avancement est utilisé plutôt pour aller dans le paradigme, pour rester dans le paradigme matérialiste que pour arriver dans le paradigme spiritualiste, hein, ça c'est autre chose. Les EMI, par exemple, bon, ben, il n'y a pas de stimulation, l'électroencéphalogramme est plat, donc l'explication, elle marche qu'à moitié. Par contre, elle peut Oui, marcher pour les expériences hors du corps, quoi. tout Hein, à fait. ça peut aussi être considéré comme un phénomène d'émancipation de l'âme. Mhm. Et ce qui pousse pour l'interprétation spiritualiste, c'est que parfois, dans ces phénomènes hors du corps, ben, la personne se voit hors du corps, elle arrive à entendre ce que disent les médecins et les réanimateurs, elle arrive aussi à traverser les murs, à passer dans la pièce à côté et percevoir ce qui se passe dans la pièce à côté et garder la mémoire. Donc là ça sort. L'interprétation matérialiste devient un peu plus difficile, quoi. Hein, donc, c'est toujours une question voilà, quelle est l'explication qui permet d'expliquer le plus de phénomènes, même si cette explication est encore un peu floue en termes scientifiques. Hein. On sait pas, on connaît pas encore comment se fait l'interaction entre l'esprit ou le père-esprit et le corps. Hein. Donc ça, c'est là où il faut avancer un petit peu. Nikos. Euh, je voulais simplement dire, donc, pour pour les rêves ou les sorties du corps, on accepte ou on n'accepte pas que le corps a deux éléments, un corps et un esprit, qui sont séparés, et que que l'esprit est indépendant du corps. Et moi, personnellement, donc, ce que je ressens, c'est que le soir, quand on va dormir, le corps se repose et l'esprit fait ce qu'il doit faire. Donc les matérialistes disent non, c'est le cerveau qui fait, disons, ce qu'il veut faire, ce n'est pas l'esprit qui sort. Donc c'est chacun prend cela comme il veut, comme il le comprend. Les matérialistes vous diront il n'y a pas d'esprit qui sort, et ceux qui sont, disons, un peu spirituels vous diront non, c'est le corps qui se repose et c'est l'esprit qui sort et qui fait ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est mon point de vue. Oui, moi j'encourage. En fait, quand on étudie ces questions, il faut toujours avoir toutes les hypothèses explicatives en tête. Hein. Et je dis toujours, avant de passer à l'explication spirit, il faut avoir épuisé toutes les explications matérielles possibles. Hein. Voilà, c'est la maison qui se dilate, les poutres qui craquent avant de dire que la maison est hantée, quoi. Hein, tu vois, les volets qui claquent. Faut vraiment épuiser toutes les causes matérielles possibles. Maintenant, là, la question 401, c'est les esprits qui ont répondu. Hein. Donc, on a reçu une information du monde spirituel qui nous donne une explication qui, effectivement, fonctionne. Elle répond. Ça donne une explication logique à la question. Mais c'est vrai qu'on a toujours
le paradigme matérialiste, hein, qui n'admet pas l'existence de l'esprit, et le paradigme spiritualiste qui admet l'existence de l'esprit. Parfois, dans le paradigme matérialiste, on arrive quand même à expliquer certains phénomènes qui peuvent être interprétés dans le paradigme spiritualiste. Donc, bon, c'est bien, hein, mais voilà. Il y a d'autres fois où l'explication matérialiste est plus difficile et on se rend compte que l'explication spiritualiste, en fait, elle marche un peu dans tous les cas. Et ce serait intéressant, justement, ce qui nous manque un peu aujourd'hui pour avancer dans la science, et je vois même dans la parapsychologie, hein, je suis en train de potasser, il n'est pas là, le grand manuel de la parapsychologie, là, qui a été publié récemment par l'Institut Métapsychique International. C'est intéressant, quoi, parce qu'on voit qu'il y a des efforts vraiment énormes pour essayer de mieux comprendre les choses, tous les phénomènes qu'ils appellent les phénomènes psy, hein. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que il y a une énergie colossale qui est dépensée. Parfois, ils se perdent un peu dans des chemins. Et je pense qu'on pourrait avancer plus vite si le- s'il n'y avait pas cette réticence ou cette fermeture par rapport au paradigme spiritualiste. Hein, c'est un peu, quand on regarde l'épistémologie, hein, comme Thomas Kuhn, par exemple, qu'est-ce que c'est que la science, comment la science fonctionne, on a un paradigme, et avec ce paradigme, c'est sur la base de ce paradigme qu'on fait des recherches. Alors que là, en fait, il y a un paradigme qui est matérialiste, donc qui est en quelque part un peu réducteur, et donc pour aller justement vers ces phénomènes psy qui sont des anomalies à ce paradigme, il y a encore trop de réticence à admettre le paradigme spiritualiste. Parce qu'à partir du moment où ce paradigme est appris, je pense que la science arrivera à avancer beaucoup plus vite dans l'explication des phénomènes, et notamment des phénomènes tout simples comme celui du rêve, hein. Parce que les rêves prémonitoires, ben, ça contredit un peu la notion d'espace-temps, quoi, hein. On arrive à voir ce qui va se passer dans le futur, quoi. Donc ça, théoriquement, sur un paradigme matérialiste, la physique classique, c'est pas possible. Même si aujourd'hui, dans la physique quantique, ce genre d'anomalie arrive aussi dans les exceptions, hein, là où la cause suit l'effet, hein. La cause précède l'effet, mais il y a des cas où c'est la rétrocausalité, comme on dit, où la cause. Mais bon, c'est des notions un petit peu plus compliquées. Mais oui, parce que le cas Voilà. de l'avion qui s'est crashé, en fait, que j'ai vu se crasher quelques heures auparavant, c'est pas d'invention, quoi, puisque les actualités ont relaté quelques heures plus tard. Voilà, donc en fait, alors la question, c'est justement de savoir, est-ce que au moment où tu l'as vu, ou tu l'as vu dans ton rêve, l'avion s'était déjà crashé ou pas, tu vois? Il tombe, Si non, c'était déjà crashé, c'est une explication. Si non, c'était pas encore crashé, si non. c'est crashé après que tu l'aies vu se crasher, là, c'est de la prémonition, tu Il vois? s'est crashé en même temps. Et je suis tombée avec l'avion, quoi. C'était Enfin, à peu près à la même heure, hein. Ouais, ben voilà. Donc, l'explication spirit, c'est ton esprit il s'était émancipé. Et pour une raison, pour une autre, il s'était attaché à cet avion. Ton esprit a peut-être pu se trouver dans cet avion au moment du crash, tu vois. C'est une possible explication spirit. C'est des choses qui sont tout à fait possibles, tu vois. Et donc, tu en as gardé la mémoire au réveil. oui. Voilà, donc c'est plus un phénomène de synchronicité, comme on dit, des choses qui se passent en même temps et de façon indépendante sans qu'il y ait la connaissance de la chose, qu'une prémonition. La prémonition, c'est quand on voit des choses qui ne se sont pas encore produites. Ah, d'accord. Et c'est là où les parapsychologues ils sont bons parce qu'ils font un classement assez rigoureux de tous ces phénomènes. Voilà. Nikos? Charles, tu as mis sur un vidéo avec Jacques Beson, Ah oui, le Suisse, là, oui. le Suisse, qui est un docteur qui est très calé et qui, j'ai écouté son interview Oui. et je retiens deux phrases, que la science est une religion, Ah, c'est avec ses dogmes, c'est la phrase qui m'a, disons, Interpellé. interpellé, oui. Et puis, une autre phrase qui dit le matérialisme est une idéologie. oui. Ce sont les deux phrases que j'ai retenues de cette
conversation, donc. Et c'est quelqu'un qui essaye de comprendre et qui va vers, donc ce médecin, ce scientifique, se tourne vers le spiritualisme. C'est ce que j'ai compris. Ouais, Pour lui, il est ouvert aussi, c'est un médecin, hein, donc il est ouais. Ouais. scientifique, mais qui est ouvert au spiritualisme, hein. Il est certainement religieux, catholique ou protestant suisse, etc. Et en fait, quand il dit que la science est une religion, c'est parce que le matérialisme, en fait, c'est un dogme. Hein, il le dit d'ailleurs, la science Oui, oui, il le dit, critique oui. les religions parce que les religions ont des dogmes, alors que la science, elle aussi, a un dogme qui est le dogme matérialiste. Rien n'existe en dehors de la matière. Personne n'a jamais prouvé ça. Un vrai scientifique, il devrait être ouvert. On connaît la matière, mais il y a peut-être autre chose. Alors que là, ils affirment dogmatiquement qu'il n'y a rien. Je ne l'ai pas vu, donc ça n'existe pas. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça qu'ils dénoncent. Hein, c'est pour ça qu'il dit que la science euh, comment tu as dit? Elle a un dogme Euh, aussi, comme les religions, quoi. Donc elle oui, dénonce et d'ailleurs. dogmatique. Elle a des dogmes, oui, oui. C'est une religion, il le dit carrément comme ça. C'est une C'est religion. c'est intéressant, hein, moi j'ai Oui, bien oui, aimé moi j'ai beaucoup aimé cela. voilà, voilà. Franck, Oui, bon, je vais pas être d'accord. C'est vrai que la il y a science, des scientifiques spiritualistes, ça c'est vrai. Il oui, y en a oui, quelques-uns, mais pas beaucoup. dire Mais que en la, général, ils le disent pas haut et fort. ouais, dire que la science est dogmatique, pourquoi pas? Toujours est-il que la science fait ses preuves et que les découvertes scientifiques sont des découvertes patentes avec des résultats à la clé. Moi aussi, j'aime bien les scientifiques spiritualistes, mais je veux dire dans le domaine des inventions, des grandes découvertes qui ont révolutionné les choses et apporté de nouvelles, il y a rien quoi. C'est que de la pure spéculation. Donc, jusqu'alors, je préfère faire confiance à mon médecin traitant matérialiste qu'un médecin spiritualiste qui ne va pas, enfin, qui va se baser sur des spéculations, quoi. Mais ça ne veut pas dire finalement qu'on s'enfonce dans un dogmatisme, mais voilà, tout part de la matière. Et je pense qu'il faut épuiser, entre guillemets, les explications. J'aime pas trop matérialiste parce qu'en fait c'est ce qui constitue notre vie de tous les jours quoi. On est matérialiste. Je veux dire même le fait de se dire spiritualiste, bah, c'est qu'une pensée, hein, c'est qu'une idée, donc c'est qu'une activité de notre cerveau. Donc le cerveau est matériel. Donc voilà, après, bon, faut être assez prudent, mais moi je veux pas qu'on crache sur la science, quoi. Non, ça sauve des vies tous les jours, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le J'ai sur la spiritualisme, science, non, non, quoi. mais par contre, moi, ce que je fais, c'est je dénonce certains scientifiques. Je crache pas sur la science. C'est je dénonce certains scientifiques qui ont des attitudes dogmatiques. Tu vois? Alors personne n'est parfait, nulle part, hein. Donc voilà, il y a des scientifiques qui insistent sur ce paradigme matérialiste et qui traitent à la limite de fous ceux qui s'ouvrent à un paradigme un peu différent. D'ailleurs, ce que je peux constater aussi dans ce grand manuel de la parapsychologie, c'est que les parapsychologues, ils font partie des premières cibles. Pourtant, eux, ils ont vraiment une approche scientifique extrêmement rigoureuse, hein, mais c'est eux qui prennent le plus de coups de la science. Nous, à la limite, les spirites, on prend peu plus de coups parce que comme on est considéré comme par certains scientifiques comme étant complètement fous, ils nous fichent la paix, quoi, hein. Mais les parapsychologues, qui eux revendiquent une approche scientifique, ils leur font beaucoup plus d'ombre et c'est là où il y a parfois des réactions un peu brutales qui ne devraient pas être des réactions d'un vrai scientifique. Le vrai scientifique, il devrait être ouvert, hein. C'est ça, plus que de dénoncer la science en générique, quoi, hein. Voilà. Oui, après, Maintenant, donc ce professeur suisse, alors je sais, il l'a peut-être dit dans des mots un peu forts, quoi, en parlant de la science et non pas de certains scientifiques qui ont ces attitudes dogmatiques, hein, de partir d'un principe qui n'a pas été démontré. Voilà, mais tout est une question de forme, quoi. Nous, ce qu'on encourage,
même au niveau de la médecine, c'est toujours d'associer les deux, quoi. Hein, la médecine qui a le plus de succès, c'est celle qui considère, comme le diffusait l'Association des médecins spirites, hein, Marlène Nobré et autres, et encore aujourd'hui d'ailleurs, considère l'homme comme un être bio-socio-psycho-spirituel, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Hein, voilà. On va avancer un petit peu parce qu'il est déjà 7h45, on n'a même pas terminé le premier paragraphe. Donc, alors, pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? C'est la question. Réponse des esprits, non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Donc voilà l'explication spirit, hein, du sommeil. Hein. Les liens qui unissent l'âme au corps se relâchent, et puis l'âme, donc c'est ce qu'on appelle l'émancipation de l'âme. Hein. L'âme s'émancipe et elle peut parcourir l'espace et rentrer en contact avec les autres esprits. Elle peut aller dans un avion, elle peut rencontrer le guide spirituel, des parents, des amis défunts, même qui sont en train de dormir au même moment. Hein. Voilà l'explication spirit du sommeil. D'accord? Alors, question suivante. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Hein. Réponse, par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Hein, puisque l'esprit, il est émancipé de son corps. Hein. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Voyez, donc prévision de l'avenir, donc c'est les rêves prémonitoires. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre monde. Donc, un autre monde, ça veut dire qu'il y a des déplacements lointains, quoi, interplanétaires, interstellaires même. Hein. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où on se trouve d'une manière fixe après la mort. Avec cette différence qui est souvent évoqué, ce fameux cordon d'argent, hein, les personnes qui voient les esprits ou les esprits qui voient les esprits, ben, dans certains, ils voient qu'il y a un cordon qui part. Ah ben celui-là, il est encore incarné, hein, parce qu'il a encore le cordon, alors que les autres qui sont désincarnés n'ont plus ce lien avec leur corps physique. Et alors, si on est même sur un autre système stellaire et que quelqu'un nous réveille, ben, instantanément, l'âme revient, hein, puisque l'âme ne souffre pas, comme le père-esprit est semi-matériel, il ne souffre pas des limitations de la vitesse de la lumière, quoi. Donc, il peut revenir instantanément dans son corps, hein, si on le réveille. Le rêve est se souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours, voyez, c'est la question 402, parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Hein. Donc, mon rêve, c'est vraiment quand on se souvient. Et même quand on rêve, il faut parfois se méfier, parce qu'il y a un mouvement qui interprète les rêves, parce que même quand il y a des bribes de ce qu'on a réellement vu, c'est souvent mélangé avec des préoccupations du quotidien, etc. Et c'est pour ça que parfois les rêves, ils n'ont ni queue ni tête, ils n'ont pas vraiment de sens, quoi. Hein. C'est pas toujours quelque chose de clair et net. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent et jamais systématique dans cette interprétation des rêves, hein, parce que ce retour justement de la mémoire spirituelle vers la mémoire consciente, hein, dans ces phases de sommeil paradoxal comme on l'a vu, n'est pas toujours complet ou ça peut subir des déformations. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement, ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, voyez, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Donc l'esprit le dit très bien, il peut y avoir un mélange. Hein, un mélange de ce qu'on a vu pendant le sommeil et de ce qu'on a vu, c'est pas le bon verbe, il faut dire de ce qu'on a perçu, et de nos préoccupations à l'état de veille. Et c'est ce mélange des deux qu'il faut essayer de décortiquer. Donc, ce n'est pas toujours très simple. Mais il y a des fois où les rêves sont très nets, quoi, sont beaucoup plus nets que d'habitude. Et dans le cas de rêves prémonitoires, qui peuvent correspondre à des réalités qui se produisent par la suite, ou
dans le cas que nous a cité Françoise, d'une réalité qui n'était pas encore connue, d'un phénomène qui s'est produit à distance. Hein, voilà. Donc ça, c'est le livre des esprits 402. Donc vous voyez, il y a quand même déjà toutes les bases. Hein, alors évidemment, il ne parle pas de sommeil paradoxal. La science n'en était pas là encore à cette époque-là. Et nous, on voit ces progrès de la science, enfin nous, Spirit, comme étant quelque chose de très positif, parce que même si parfois ça sert à la médecine pour conforter, se conforter dans l'interprétation matérialiste, ce n'est pas de nature à éliminer l'interprétation spiritualiste. Voyez. Donc, et de toute façon, par définition, les spirites n'ont jamais rien à craindre de l'avancée des sciences, parce que le spiritisme est progressif, hein, il avancera en parallèle avec les sciences. Mais tout ce qu'on peut constater jusqu'à aujourd'hui, c'est que toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites depuis Kardec n'ont fait que confirmer en quelque sorte l'hypothèse spirit, et il n'y en a aucune qui est vraiment venue démontrer qu'il y a quelque chose qui est complètement faux, qu'il faut complètement revoir. Donc voilà pour les rêves. Alors par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits, et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Donc, cette question-là, elle parle de... voilà, le sommeil, c'est pour réparer le corps, mais c'est aussi pour permettre à l'âme d'aller se ressourcer. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et là, il cite l'exemple de ces esprits missionnaires qui viennent sur la Terre. Donc, le contact avec le vice, c'est vrai que la Terre, c'est pas le domicile des anges, même s'il n'y a quand même pas du vice partout, quoi. La Terre s'améliore quand même avec le temps un petit peu. Mais ces esprits-là acceptent de venir se réincarner sur la Terre parce qu'ils savent que chaque nuit, pendant le sommeil, ils peuvent aller se ressourcer un petit peu, quoi, aller reprendre des forces, des énergies, le courage pour accomplir leur mission. Donc ça, c'est comment dire, pourquoi on a besoin de ce sommeil, ce qui est utile au repos du corps, qui est aussi utile pour que l'esprit puisse aller se ressourcer. D'accord? Alors on dit là, Dieu a voulu que Dieu leur offre ouvert, etc. Bon, c'est les lois de la nature qui sont comme ça. Hein. C'est pas Dieu qui ouvre une porte, il ne faut pas le voir comme ça. Hein. Le sommeil, c'est un phénomène naturel qui permet justement à l'âme d'aller se ressourcer. Alors ça, c'est vrai comme ça, mais c'est vrai aussi, par exemple, le scientifique qui fait des recherches pendant le sommeil, il peut se réunir avec d'autres scientifiques, voire même des esprits qui font les mêmes recherches. Hein, ça peut être vu comme un moyen de collaboration dans certaines recherches. C'est pour ça que souvent, les découvertes se font. Alors, aujourd'hui, avec Internet, les publications et tout, il y a effectivement l'information circule vite, mais que les découvertes se font un peu à plusieurs endroits en même temps. Hein. Voilà. Le sommeil a été donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celle des forces morales. Hein, donc, c'est le résumé. Pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille, l'esprit va se retremper parmi les autres esprits. Il puise dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne, des idées qu'il retrouve au réveil à l'état d'intuition. Et même quand on ne se rappelle pas du rêve, on garde quand même à l'état d'intuition. La décision est prise, la nuit a porté conseil. Hein. C'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. Donc l'exilé, c'est nous quand on est incarné et conscient, et la véritable patrie, c'est le monde spirituel. Hein. C'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté. Là, qui est prisonnière de notre corps et qui est momentanément rendu à la liberté. Le prisonnier qui a une permission de sortie, avec le cordon d'argent qui nous relie, hein, pour revenir dans notre corps tant que notre mission n'est pas finie. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le sommeil. Hein. J'avance un peu vite parce qu'il est déjà 54. Donc là, on va parler rapidement de la léthargie ou de la catalepsie. C'est des termes qui étaient pas mal en usage à l'époque de Kardec, mais qui existent toujours. Hein.
Donc la léthargie et la catalepsie ont le même principe qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à lui laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle, la catalepsie est quelquefois spontanée. Donc ça, c'était les observations d'Alan Kardec qui avait étudié les phénomènes du magnétisme à l'époque. Et alors, la grande majorité des magnétiseurs à l'époque, hein, ceux qui pratiquaient le mesmérisme, étaient en fait des médecins. Et donc, ils étudiaient ce genre de choses. Donc, en gros, la catalepsie, c'est vous avez un bras ou des jambes raides. Hein. Et donc, il dit, la catalepsie, elle est quelquefois spontanée, mais elle peut être induite aussi par le magnétisme. C'est-à-dire que les magnétiseurs, ils arrivaient à faire de sorte que, par exemple, les membres et le dos d'une personne étaient raides, et donc la poser sur deux supports, et puis le corps qui reste. Vous avez, enfin, ça existe encore dans quelques spectacles de foire, hein, ce genre de choses. Mais c'est un phénomène qui est réel, quoi. C'est-à-dire, c'est les membres qui se raidissent. Alors que la léthargie, une personne qui est dans un état de léthargie, comme il dit, euh, elle est, comment dire, c'est plus large, quoi. On a vraiment l'impression que la personne est décédée. Et ce qui permet de ne pas la confondre avec la mort, c'est que la personne dans l'état de léthargie arrive quand même à parler, à dire ce qu'elle voit et ce qu'elle sent, quoi. Voyez. Donc c'est pas la mort, c'est pas non plus ce qu'on appelle le coma aujourd'hui. Voilà. Alors c'est des choses qui sont quand on cherche ces mots-là on les trouve encore, hein, donc ils ont encore un sens, mais ils sont très peu utilisés de nos jours. Le somnambulisme, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui était très courant à l'époque de Kardec et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Hein. C'est une indépendance de l'âme plus complète que dans le rêve, et alors ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même, les organes matériels étant en quelque sorte en catalepsie, ne reçoivent plus les impressions extérieures par les cinq sens. Hein. Cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. Surtout, mais pas exclusivement. Quand les faits de somnambulisme se produisent, c'est que l'esprit, préoccupé d'une chose ou d'une autre, se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. Donc, alors il y a les somnambules naturels, vous savez, les personnes avec les bras comme ça devant qui marchent sur les toits sans tomber du toit. Hein, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a du somnambulisme. Ça m'est aussi arrivé quand j'étais jeune. Hein, je m'endors dans mon lit et puis c'était en colonie de vacances. Hein, c'est un grand dortoir avec une trentaine ou une quarantaine de lits, assez espacés les uns des autres, quoi. Il y avait comme ça 1 mètre 50 entre chaque lit. Et je me réveille, il y avait quelqu'un dans mon lit. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ben non, c'est toi qui es chez moi, etc. Et quand j'ai regardé, en fait, moi j'étais avec mon sac de couchage dans le sac de couchage de mon voisin. Comment j'ai fait pour arriver là-bas? Je ne sais pas. Hein. Donc c'était un fait. Je me suis levé, j'ai bougé, j'ai marché, et puis quand je suis revenu, je suis allé dans le mauvais lit, quoi. Hein. Donc c'était un cas de somnambulisme. Et ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'étais chez un voisin, la deuxième fois, j'étais chez l'autre voisin. Donc ça, c'est typiquement les cas de somnambulisme naturel. Et je ne me suis absolument pas rappelé de ce qui s'est passé pendant le moment du somnambulisme. C'est une autre caractéristique que donnent les magnétiseurs du somnambulisme. Le somnambule ne se rappelle pas de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait pendant l'état de somnambulisme. Quand il revient à lui, il n'a aucun souvenir. Et après, bon, il y a quelques descriptions de phénomènes somnambuliques dans la littérature, notamment dans Alain Kardec, il en a parlé dans la revue Spirit ou ailleurs. Je vous cite un ou deux exemples. Hein. La première, c'était Madame Roger, hein, une somnambule qui avait besoin d'un magnétiseur pour la mettre dans l'état somnambulique.
et qui a été consulté par des personnes qui étaient venues parce qu'il y a un proche à eux qui était disparu, qui était sorti et qui n'est pas rentré, qui a disparu. Et donc, la somnambule, elle était capable de revenir en arrière au moment où la personne est sortie. Donc, vous voyez, elle peut voyager dans le passé. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel, hein, où le passé et le présent se confondent. Elle a suivi la personne. Hein, voilà, il est en train de marcher, en train de prendre telle direction. Ah, ben là, il a un besoin pressant. Donc, il est en train de descendre dans le lit de la Seine ben, pour faire ce besoin. Et là-bas, il a glissé, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. Voilà ce qu'elle a dit, la somnambule. Et elle a dit d'ailleurs, on va retrouver son corps parce que son corps, il est quelques kilomètres plus loin, échoué là aussi sur les rives de la Seine. Effectivement, donc plus tard, le corps a été retrouvé et puis il avait bien la braguette ouverte. Enfin bref, ça correspondait tout à fait à ce qu'elle avait dit. Donc voilà ce qu'un somnambule est capable de faire. Hein. Alan Kardec a aussi, il avait un médium somnambule qui était Monsieur, Ops, son nom m'échappe maintenant. Donc le dimanche, il était à la réunion que Kardec faisait à la Villa Ségur, et donc il est tombé enfin, où il a été mis dans l'état de somnambule, et il lui a dit, tiens, est-ce que tu peux aller vendredi soir, c'est-à-dire 2 jours avant, euh, au passage Sainte-Anne, pour voir la dernière réunion de la Société d'études spirites et me dire ce que tu vois. Et le somnambule, il lui a dit, là, je vois telle chose, je vois telle personne, effectivement, telle personne, il y a une confusion dans sa tête. Il donnait plein de détails comme s'il y était vraiment, comme s'il avait vraiment réussi à revenir dans le passé. C'est un autre exemple de somnambulisme. Ou d'autres exemples encore, c'est des gens comme Edgar Cayce ou Bruno Gröning, vous avez peut-être vu ou entendu parler, il y a plein de livres sur eux. Ben, eux, ils se mettaient dans un état somnambulique, et donc à l'état somnambulique, ils voyaient, enfin, ils percevaient la personne qui était devant eux, leur corps spirituel, et ils arrivaient à décrire les maladies que la personne avait. Hein. Et d'ailleurs, Edgar Cayce ou Bruno Gröning, je ne me souviens plus, ou les deux, disaient, il y a un autre esprit qui est là avec moi dans ce moment-là et qui me dit, pour traiter cette maladie, il peut utiliser telle ou telle chose, tel ou tel remède. Hein. Ça, c'était Bruno Gröning et Edgar Cayce qui avaient cette faculté somnambulique. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de somnambulisme, alors qu'à l'époque de Kardec, c'était très courant. Hein. Vous aviez Céline Jaffé, par exemple, hein, elle était somnambule, et puis elle en faisait un métier, quoi. Elle se faisait payer pour ça. Elle donnait des consultations, hein, et un peu comme aujourd'hui, il y a des médiums voyants et tout. Alors, on ne cautionne pas ça au niveau du spiritisme. Hein, la médiumnité ne doit pas être rémunérée. Le somnambulisme, c'est peut-être un peu différent, puisque l'esprit, la personne qui est somnambule, c'est son esprit à elle qui perçoit et qui voit les choses. Hein. Il n'y a pas forcément la participation d'un autre esprit. C'est-à-dire le somnambulisme est souvent médiumnique, mais pas toujours. C'est dommage qu'on ne peut plus faire avec le somnambulisme. On retrouverait peut-être des êtres, des enfants ou des personnes disparues plus facilement. Tout à fait. Ben là, en l'occurrence, cette dame, elle a trouvé ce qui s'était passé avec cette personne qui a disparu. Hein. Donc, effectivement, peuvent remonter sur des scènes de crime ou ce genre de choses. Hein. C'est théoriquement. Alors, c'est pas toujours possible. Hein. Ça marche pas à tous les coups. C'est un peu comme toutes ces expériences de Stargate là dont il parle beaucoup dans le manuel de parapsychologie. Des fois, ça marche et ça marche d'une façon absolument surprenante, quoi, avec des détails absolument incroyables. Hein. Mais des fois, ça marche pas. Hein. Et parce qu'il y a des lois spirituelles qui sont là et qui font que parfois ça peut pas, quoi. Tout dépend de l'intention. Les esprits interviennent quand même d'une façon ou d'une autre dans ces phénomènes-là. Et Madame Roger, donc Kardec cite un autre exemple où il montre justement l'indépendance somnambulique. Hein, vous pourrez le retrouver je me semble que c'est la revue Spirit de 1858, 59, enfin par là. Et où donc cette même Madame Roger, me semble-t-il, hein, la personne était venue en disant il y a une bonne qui m'a volé mon argent. D'accord? Et la somnambule, elle a dit attendez, je vais aller voir. Hein, et donc elle est allée voir.
plutôt que de se laisser influencer par ce que la personne lui avait dit, elle dit non, non, votre bonne, elle y est pour rien. C'est vous, quand vous avez caché l'argent, vous aviez pensé le mettre à un endroit, vous avez été dérangé par autre chose, il y a quelqu'un qui est venu, donc vous l'avez mis dans un autre endroit, hein, et donc vous vous en rappeliez plus. Regardez voir cet autre endroit, vous allez voir, vous allez retrouver votre argent. La personne est retournée chez elle, elle a effectivement trouvé l'argent là où la somnambule l'avait vu. Donc la somnambule ne s'est pas laissée influencer par la personne, hein. Elle avait vraiment vu ce qui s'était réellement passé et dont la personne, elle avait perdu la mémoire, hein, le souvenir. Il faudrait qu'on puisse remettre des gens qui sont susceptibles d'être somnambules dans cet état Oui, pour pouvoir retrouver. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Françoise, hein. Ben oui. C'est dommage qu'on n'étudie pas plus le somnambulisme aujourd'hui, Ben oui. parce que Parce comme que moi, c'était très je m'y prêterai parce que moi, j'ai connu ça aussi quand j'étais gamine. C'était terrible, Voilà. mais je l'ai connu, moi. Donc, ça serait super formidable, quoi. Mais bon, C'était très courant à l'époque de Kardec, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins et c'est dommage. faudrait essayer de remettre, nous les spirites, ça en avant, en vigueur, en parler et essayer de faire quelque chose. Trouver des sujets. Alors, on en a parlé récemment, il y a un groupe d'études spirites à l'université de Campinas qui se réunit les lundis, où je participe de temps en temps à leurs réunions. Et quand on a parlé de somnambulisme, il y a une personne qui a dit ah, ben, moi je suis somnambule, il m'arrive de temps. Elle a raconté un certain nombre de choses qui lui arrivaient, mais c'est tout à fait ça, hein. Et donc, il y a encore des somnambules aujourd'hui, mais qui ne se rendent pas toujours compte, hein, parce que la question est un peu tombée dans les oubliettes. Donc, somnambulisme, c'est aussi l'émancipation de l'âme. Et d'après ce qu'ils disent là, les esprits, ils disent que l'âme, elle est encore plus émancipée que pendant le sommeil naturel. C'est-à-dire, le sommeil naturel, l'âme se libère, mais le somnambulisme, elle est encore plus libérée. D'accord? Sa lucidité est encore plus forte. Voilà. Après, quelle différence y a-t-il entre l'extase et le somnambulisme? Alors, l'extase, c'est pareil, on l'observe pratiquement plus jamais aujourd'hui. Il y a des extatiques connus, notamment dans les mouvements religieux comme Thérèse d'Avila ou d'autres, hein. C'est un somnambulisme plus épuré, l'âme de l'extatique est encore plus indépendante. Donc, ouais, c'est un degré de somnambulisme encore plus profond. Et la difficulté avec les extatiques, c'est ce que disent aussi les esprits, c'est que parfois, on a du mal à les faire revenir. Il faut faire attention parce que vraiment, le lien qui unit au corps ne tient plus qu'à un fil, comme on dit. Dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'a plus, pour ainsi dire, que la vie organique et l'on sent que l'âme n'y tient que plus que par un fil. Ben voilà. Qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est l'essence même de notre être matériel ou donc de notre esprit. D'accord? Après, le dernier qu'on a vu dans le titre, c'était la seconde vue. Qu'est-ce que c'est que la seconde vue? Le phénomène désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme? Réponse, tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. Donc la seconde vue, c'est quoi? C'est une personne qui arrive à un moment donné à voir ce qui se passe à distance, mais tout en restant éveillé, sans dormir. Vous voyez? Et la personne qui arrive à percevoir. Alors, un exemple de seconde vue, c'est Swedenborg, hein, quand il était réuni avec des amis ou des élèves à Göteborg, à un moment donné, il avait vu qu'il y avait un incendie à Stockholm. Et il leur décrivait, voilà, l'incendie, il est dans tel quartier, il a atteint telle maison, et il s'est arrêté à tel endroit, hein. Et donc, à l'époque, entre Stockholm et Göteborg, ça fait quand même quelques centaines de kilomètres, mais c'était à cheval, hein. Il n'y avait pas de communication encore. Quand 2 jours après, les informations sont venues, c'est exactement ce qu'il avait décrit, donc ce qu'il avait vu, hein. Donc, la seconde vue, c'est voir ce qui se passe à distance. Et c'est aussi ce qui avait été exploité par Stargate, hein. Ils avaient pris des milliers de militaires qu'ils avaient testés, ils en avaient sélectionné 3 ou 4 qui semblaient avoir la faculté la plus épurée. Et il y en a un à laquelle, pendant une séance, ils ont dit, voilà, les Russes, à tel endroit, là, dans la au nord de la Sibérie, on voit avec les satellites qu'ils sont en train de faire une construction, des choses bizarres. Est-ce que vous pouvez aller là-bas voir ce que c'est?
Et donc, la personne y est allée, elle a dit, ben, ils sont en train de faire des gros cylindres, un peu comme s'ils étaient en train de construire un sous-marin. Ils avaient dit, non, c'est pas possible, c'est à 3 kilomètres de la mer, on peut pas, c'est impossible de transporter un gros sous-marin comme ça sur cette distance-là. Et en fait, après, quand ils ont eu les informations, c'était vrai, parce qu'ils avaient fait un canal sur 3 kilomètres pour amener le sous-marin vers la mer. Donc, il avait perçu, donc, avec des détails, des choses qui étaient complètement impensables. Encore une fois, l'indépendance de cette personne qui avait vu vraiment ce qui s'y était passé. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont un peu abandonné ce projet Stargate, parce qu'ils voudraient bien que ça marche tout le temps, ou surtout quand ils le veulent, quoi. Et même parfois avec des intentions malveillantes. Et c'est là où il peut y avoir des blocages au niveau spirituel, soit du somnambule lui-même, soit de la part des esprits. C'est pas son Voilà. esprit qui part, c'est lui qui voit à distance. Ben, c'est l'esprit qui il sort un peu, il sort de son corps et il arrive à percevoir ce qui se passe à D'accord, distance. d'accord. D'accord? Mm. Parce que la perception se fait. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot voir. Parce que voir, c'est les photons qui touchent notre œil, la rétine, décodée par notre cerveau, etc. C'est un des 5 sens. Mais là, il perçoit avec son père-esprit qui, lui, se déplace. Il s'est déplacé Ouais. des États-Unis vers la Russie pour aller épier ce qui se passait à cet endroit-là, quoi. Donc, il l'a perçu avec son père-esprit. Mais c'était pas c'était un projet qui avait été mis sur pied par, Robert Monroe, je crois, non? Qui avait fait une sortie de corps et la CIA avait entendu parler de ce phénomène et il l'avait justement demandé de participer à des projets justement d'aller sortir de son corps pour aller avoir des renseignements à droite à gauche. Oui, Il voilà. savait. Ça a été déclassifié, ces archives. Donc, il y a plein de livres qui ont été écrits dessus sur ce projet Stargate. Et donc, ils expliquent en détail ce qu'ils avaient essayé de faire, quoi. Mais ils ont arrêté. C'était au moment de la guerre froide, donc dans les années 70 surtout, 60 et Oui. 70. Mais ça s'est arrêté après dans les années 80. Ils ont complètement arrêté, justement parce que ça ne fonctionnait pas de façon fiable. Voilà. Et Mais ce les fameux parapsychologues s'en servent encore aujourd'hui ouais, comme ce f référence. ce fameux Ça, Robert Monroe apparemment avait aussi, mis en valeur le livre d'Enoch, qui apparemment lui aussi avait fait des sorties de corps et avait rencontré Dieu. Je sais pas si vous êtes Mhm. au courant de cette histoire? Bon bref et c'est ça C'est non, c'est bon. po- c'est possible, ouais. Après, bon, euh, c'est ce que dit Kardec, les petits jeunes qui voient Marie, est-ce que c'était vraiment l'esprit de Marie? Bon, c'était un esprit qu'ils ont vu certainement, quoi. Mais de là à dire que c'était l'esprit de Marie ou l'esprit de Dieu, l'interprétation qui est donnée par le sujet proprement dit est à prendre avec des pincettes, mais n'empêche que le phénomène est réel. Mmh. Mais D'accord? Charles, moi j'avais une douzaine d'années, ma mère était très 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 malade, je la soignais et un matin elle m'appelle au pied de son lit, elle me décrit vraiment Marie qu'elle avait vue, elle était complètement sonnée quoi, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et moi non plus, parce que j'étais trop jeune. Donc ça peut arriver, je pense que c'est vrai, parce que après, des années après, je me suis dit, ben oui, je pense qu'elle avait vu Marie, ou qu'elle avait perçu son esprit, comme vous dites. Elle avait perçu un bon esprit, quoi, un esprit lumineux qu'elle avait interprété comme étant celui de Marie. D'accord. C'est que Ok. c'est comme ça. Alors, après, c'est toujours pareil, quand c'est un bon esprit, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, peu Mm, importe, quoi. mm. Hein, voilà. La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. Ça ressort aussi du projet Stargate. Donc, ouais, le projet Stargate, qui a eu lieu plus d'un siècle après Kardec, confirme exactement ce qui est dit là. Que des fois, il voit de façon très claire et nette et des fois, il voit de façon floue. À l'état rudimentaire, elle donne à certains gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justesse du coup d'œil moral. Donc il y a des personnes qui ont ce feeling, ce sixième sens qui leur donne, comme il dit, la justesse du coup d'œil moral et qui apprécient les choses de façon beaucoup plus juste que
ce qu'on peut apprécier quand on passe exclusivement par nos 5 sens et à travers les mécanismes du cerveau, etc. hein, parce que ces personnes-là associent à ces 5 sens une perception directe qui est parfois plus claire et nette des choses. hein. Voilà. Alors là, donc on a vu, les EMI, c'est pareil. hein, quelle est l'interprétation d'une expérience de mort imminente selon le spiritisme? C'est le corps, il n'est pas endormi, il y a un arrêt cardiaque ou parfois les EMI, ils ne se produisent pas toujours suite à des traumatismes. hein. C'est parfois des émotions violentes. Il y a Renaud Évrard qui raconte dans son livre le cas d'une personne qui roulait en moto et à un moment donné, la moto, elle a commencé à guidonner et comme il était à 150 ou enfin, km/h, il se voyait tomber et mourir, quoi. Il a eu une EMI à ce moment-là. hein. Et je peux vous en parler un petit peu plus. Le cas est assez intéressant parce que dans cette EMI, il a commencé, alors il raconte qu'il voit comme des panneaux les différents moments de sa vie. Et à un moment donné, il se voit quand il était petit, où il était dans sa chambre en train de jouer, à sa mère qui était à côté. La télévision fonctionnait sur le côté alors qu'il n'y portait pas attention. Sa mère lui disait, il faut que tu fasses tes devoirs ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, la personne dans son UMI, elle entend la télé auquel elle ne prêtait pas attention, un gendarme qui disait, quand une moto guidonne, il ne faut pas freiner, il faut accélérer. Et à ce moment-là, il est revenu à lui sur la moto, et donc en plein dans le guidonnage, il a accéléré pour sortir du guidonnage, et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas eu d'accident. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de traumatisme dans ce cas-là. C'était juste un truc du genre game over, une forte émotion, vraiment la mort qui est juste devant nous, qui peut aussi parfois déclencher des EMI. Donc, qu'est-ce que c'est que ces EMI suivant le spiritisme? C'est des phénomènes d'émancipation de l'âme. L'âme qui arrive à sortir, à revenir dans son passé, percevoir, à avoir des choses qui sont très nettes alors qu'en fait elles étaient complètement subliminales. Quoi. Le gamin ne portait pas du tout attention à ce que disait le gendarme à ce moment-là. Et donc, pourquoi venir exactement à ce moment-là qui le concernait, à ce qui lui arrivait plusieurs décennies plus tard? Là, il y a peut-être un petit coup de main du guide spirituel ou quelque chose, parce que c'était pas son heure, quoi, ou parce que voilà, il a survécu et puis maintenant il témoigne ça sert de sujet d'étude aujourd'hui, justement pour essayer de mieux comprendre ces choses. Les EMI, c'est un peu ça. Et quand les personnes arrivent se rappellent de ce que le personnel médical avait dit pendant la réanimation et tout, se rappellent voire même ce qui s'est passé dans des pièces qui étaient à côté d'eux ou dans des endroits différents de celui où ils étaient, on arrive difficilement à expliquer ce genre de perception par le fonctionnement du corps physique qui, à ce moment-là, est dans un mauvais état, qui ne fonctionne plus. Alors, il y en a qui disent aussi que justement à l'approche de la mort, il y a des phénomènes qui amplifient, etc. Mais bon, de là à percevoir ce qui se passe à distance, c'est quand même encore autre chose, quoi. Donc, voilà en tout cas une explication spirite des EMI. Après, vous avez d'autres phénomènes, c'est les choses, les expériences en fin de vie, parce qu'en fin de vie, l'âme, elle est déjà à moitié dégagée du corps. Quand c'est une fin de vie, comment dire, progressive. Là aussi, c'est l'exemple de mon père. Lui, il ne croyait pas à ces choses-là. Il disait toujours, personne n'est jamais revenu du cimetière pour nous dire comment c'est de l'autre côté. Alors, moi, j'avais beau lui répondre, il n'y a rien de plus faux. Il restait quand même fermement sur sa position. Et à un moment donné, quand on était à l'hôpital, pareil, il était dans une espèce de demi-sommeil paradoxal. Il parlait avec sa mère. Et il s'est réveillé. Il a dit, mais tu viens de parler avec ta mère, là? Il a répondu, oui. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez aussi d'autres phénomènes qui arrivent, c'est les phénomènes de lucidité avant la mort. Alors ça, malheureusement, il y en a un peu moins parce que souvent, on utilise des sédatifs qui inhibent justement ce genre de phénomène. Mais il y a des cas, par exemple, de personnes qui ont Alzheimer, qui sont plus capables de tenir un dialogue ou qui se rappellent plus des gens qui étaient là.
depuis plusieurs années, hein, qui d'un coup, quelques heures avant de mourir, se rappellent de tout et arrivent à avoir un dialogue comme si elles n'avaient pas Alzheimer. Donc, ça, c'est des phénomènes qui sont observés de plus en plus, hein, ce qu'on appelle des phénomènes de lucidité terminale, qui peuvent aussi trouver des explications suivant le paradigme spirit. Hein, Alzheimer, ben, c'est clairement, on le voit dans les imageries du cerveau, des parties du cerveau qui deviennent inopérantes, hein, la dégénérescence. Et donc, ben, peut-être que pendant le dégagement, au moment terminal, hein, pendant le dégagement de l'esprit arrive en quelque sorte à se dégager peut-être en premier de ces zones inopérantes et à les bypasser en quelque sorte. Hein. Il peut y avoir un phénomène un peu de ce genre-là, mais c'est pareil, ce sont des choses qu'il faut étudier, hein, pour essayer de mieux les comprendre. Françoise? Le micro est coupé, Françoise. Pardon. Voilà. Il y a 14 ans, je travaillais dans une maison de retraite et alors, peut-être un peu plus, et il y avait une vieille dame très, très, très âgée, donc je portais le petit déjeuner et elle n'avait plus qu'un œil et elle avait les jambes un peu gangrénées, quoi. Enfin, ben, elle était en mauvais état sur un fauteuil roulant et je m'activais et puis tout d'un coup, j'ai vu son œil, le seul œil qu'elle avait, briller, mais d'une lumière, d'une intensité et un bonheur, une joie dans cet œil-là. Elle était transfigurée, cette femme-là. Moi, je ne connaissais rien au périsprit, ça fait longtemps, avant le spiritisme. Et donc, elle, 1 heure après, elle était décédée. Elle était décédée 1 heure après. Et comme j'allais chez ma coiffeuse, toujours la même qui est décédée, donc voilà. Et je lui raconte et elle me dit, mais c'est Madame Bruyère et justement sa fille, bah, j'ai dit, ils sont arrivés peu de temps après, mais pourquoi tu ne lui as pas dit à sa fille? Bah, j'ai dit, j'étais stoppée, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. J'ai eu peur de dire ce qui s'est passé. Et la fille de Madame Bruyère, qui est décédée, donc Madame Bruyère, n'a jamais su. Moi, je dis, c'est une extase, c'est extatique ce qui s'est passé. J'ai jamais pu le dire à sa fille. Voilà. Oh. Mhm. Et c'est quoi donc qui s'est C'est passé? Elle a vu l'après-vie, quoi. Cette dame qui probablement, est hein, décédée. l'esprit, quand il est entre deux, comme ça, ben, il perçoit déjà ben, les entités spirituelles, les autres esprits qui sont là pour l'accueillir. C'est pour Il y a ça un ce tableau de bonheur. chevreuil, hein, avec la petite fille qui est dans son lit, qui est en train de mourir, et sa mère qui est penchée sur elle. Et elle dit, mais maman, mais tu les vois donc pas, ils sont là, ils sont tous là. Et puis le tableau, il montre les esprits qui étaient là pour l'accueillir. On l'avait mis sur la couverture d'une revue spiritée. D'ailleurs, Umagan, il y a aussi des tableaux Oui. avec la même idée, hein, donc de l'esprit qui se dégage de son corps. Et à ce moment-là, quand il est encore un peu dans le corps et déjà à moitié dehors, ben, c'est le même genre de phénomène que ces phénomènes d'émancipation de l'âme apparaît, tu vois, se produit. Donc elle était en train de Peut-être. s'émanciper. Voilà, ce que je te conseille, c'est il y a 2 auteurs qui ont relaté ce genre de cas par dizaines. C'est Bozzano, hein, Oui, Camille. Phénomène psychique au moment de la mort, et Camille Flammarion. Donc, il a une série de 3 livres, hein, La mort et son mystère, avant la mort, pendant la mort et après la mort. Et Mm. donc, le pendant la mort, il est plein de phénomènes et de témoignages de ces phénomènes de lucidité On, terminale s- et autres. on saura peut-être inscrire ces titres quelque part dans le cours, dans la C'est discussion. Camille Flammarion, La mort et son mystère, 3 tomes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais me Voilà. Je rappeler. pense qu'on les a, mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut que je regarde. J'ai vu que Flammarion on a quelques lacunes dans l'encyclopédie Spirit, Ouais. donc il va falloir qu'on les scanne. Voilà. Parce que là vraiment, bon, ils ont recueilli pendant toute leur vie des dizaines et des dizaines de témoignages, et donc, ben, ils les présentent. Et quand on compare à ce qu'on peut encore voir ou avoir vécu aujourd'hui, ben, on se rend compte que ben, ces phénomènes-là, ils existent depuis toujours, quoi. Voilà. On a terminé. Est-ce que vous avez, on est déjà à 8h24. Est-ce que vous avez encore une question éventuelle? C'est un sujet qui est inépuisable, hein, parce que le sommeil, ça nous concerne tous, hein, on en vient là, hein, ce matin. Euh, voilà. Et puis le somnambulisme, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Françoise.
j'aimerais bien, moi, Mm. avoir, voilà, travailler avec une personne somnambule, quoi. Ça m'intéresse énormément, moi, tout ça. Voilà. Mm. Mm. Et Kardec, donc, dans les lettres qu'on a trouvées avant qu'il soit Kardec, hein, quand il était encore vivant, et quand ils avaient adopté une petite fille qui était malade, il écrivait à Amélie, qui était à Château-du-Loir, dans la Sarthe, avec ses parents, qui disait que la petite, elle n'était pas bien. Elle dit, coupe-lui une mèche de cheveux et envoie-la moi dans la prochaine lettre. J'irai voir Mariette, la somnambule, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Hein, donc, dans 1840, il consultait déjà des somnambules. Mm. Donc, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque et qui aujourd'hui l'est beaucoup moins. Est-ce que c'est la psychiatrie et la psychologie qui ont écarté ça? Ah, ouais. Alors, l'autre jour, j'ai dit, ben, c'est Freud, hein, il a psychiatrisé la médiumnité. Puis il y a les gars de l'IMI qui m'ont dit, ah non, 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 surtout pas. Freud était très ouvert à ces choses-là, mais il a Non, c'est subi des Jung. pressions justement pour pas en parler. Bon, C'est Carl Jung je qui ne suis était. pas spécialiste, hein, mais c'est vrai que, euh, voilà, vu sous la forme d'émancipation de l'âme, ça permet, ça donne une explication, ça permet de comprendre, hein. Vu sous un aspect purement matérialiste, matériel, c'est un peu plus limitatif, c'est sûr. C'est Christophe? son collègue Jung, je ne sais plus comment on dit, J-U-N-G. Ouais, lui, il était Carl. plus ouvert Voilà. aux Oui, oui. égrégores. Il était un peu plus ouvert à la spiritualité, c'est vrai. Christophe? Euh, oui, c'est pour répondre à Françoise, mais à toi aussi, enfin tout le monde. J'ai rencontré un médium il y a quelques années, avec qui on avait pas mal accroché, qui m'a dit qu'il savait exactement où étaient enterrées toutes les petites filles et les jeunes filles qui avaient été kidnappées, enlevées et torturées. Enfin, il savait exactement où elles étaient enterrées, dans les Landes. Et je lui ai dit, t'es sûr de toi? Il m'a dit, oui, oui, tout à fait, je suis sûr de moi. Je connais le dossier par cœur, j'ai même les identités, j'ai tout, on m'a tout donné. Et donc, j'ai appelé à l'époque un ami qui était euh, capitaine CRS, donc quand même un grade assez élevé. Et je débutais, moi, dans la médiumnité et dans ces sujets-là. Et je lui ai dit, vous travaillez de temps en temps avec des médiums? Il me fait, oui, oui, ça nous arrive énormément, bien sûr. On peut avoir certains renseignements. Il me dit, c'est pourquoi? Je lui dis, bah écoute, je t'envoie un dossier, parce que le médium m'avait donné tout le dossier qu'il avait constitué avec le nom des disparus et tout, hein. Et je lui ai envoyé le dossier, et 2, 3 jours après, je rappelle mon ami, c'était un ami quand même, à ce CRS, et il m'a quasiment, c'est même pas quasiment, il m'a renvoyé un texto en me disant, c'est terminé, je veux plus te parler, tu m'oublies complètement, et oublie cette affaire. Après, Et qu'est-ce qui j'ai s'est appris. passé pour qu'il réagisse comme ça, tu vois, je sais Ben, pas. j'ai appris en fait que c'était lié à de la pédophilie gouvernementale. Et on m'a dit Donc, si jamais tu parles, non seulement ils peuvent se retourner contre toi en disant que c'est toi qui l'as fait parce que tu sais exactement où elles sont ah enterrées, ouais. ou alors tu finis avec 2 balles dans la tête. Ils ont classé cette affaire, en fait. Après, il faut se méfier aussi de ces choses-là. Tu sais, il y a souvent des. Bon, là, ça s'est passé de façon assez indépendante, hein, c'est possible. Mais bon, aujourd'hui, je sais qu'il y a toujours, par rapport à ce genre de choses, des recours qui permettent de quand même tirer les choses au clair, quoi. Hein. Bah, disons, pour que mon ami me dise du jour au lendemain, c'est fini, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler. Il a dû, parce que il a certainement subi des pressions de son chef à lui en lui disant, si tu insistes là-dessus, je te vire pour faute grave, tu vois. Donc Sur- lui, c'était plus un, un moyen de sauvegarde, de se protéger lui-même, sa Tout à carrière, quoi. fait, tout à fait. Mm. Maintenant, après, Voilà. il y a toujours des moments où, ben, comme une fois qu'il a sa retraite, il n'a plus rien à craindre, où les choses ressortent quand même, hein, tu sais, voilà. Voilà, finiront par ressortir tôt ou tard. Voilà. Mais tu n'as Il y a plus le longtemps dossier, que puisque c'est. tu lui avais donné, il a dû le brûler, lui. Pardon? Le dossier, tu lui as donné, il a dû le brûler. Ah, il a dû, oui, effacer tous les textos, oui, ça c'est sûr. Ouais, ben voilà. Non, mais bon, Mm. c'est. Voilà. Alors, il y a des choses qui ressortent parfois comme ça et parfois pas. Hein. Et ça prouve que, et d'ailleurs, en étudiant le manuel de parapsychologie, ils se rendent de plus en plus compte que
la personne qui fait des expériences influe considérablement sur les expériences. Et il cite plusieurs parapsychologues. Donc, le parapsychologue sceptique, avec lui, le phénomène ne se produisait pas. Et le parapsychologue qui y croyait, avec lui, le phénomène se produisait. Hein. Et donc, d'ailleurs, les deux se sont mis ensemble pour écrire un papier ensemble. C'est assez détaillé, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ils arrivent à la conclusion que il y a l'influence évidemment du sujet, hein, qui est médium, somnambule ou autre. Hein. Il y a l'influence de l'expérimentateur. Et ce qu'ils n'ont pas encore vu, c'est qu'il y a encore une troisième influence qui est l'influence du monde spirituel. Et donc, s'il y a quelque chose qui coince dans ces trois influences-là, le phénomène ne se produira pas. Tu vois? Et c'est ça ils s'en rendent. Alors, il y a ça qu'ils ont vu et aussi l'élusivité qu'ils disent. Le phénomène, plus tu essayes de le coincer, hop, plus comme une anguille, le phénomène est élusif, comme il dit. Hein, il disparaît et le moment où tu dis cette fois-ci j'aurai la preuve, paf, eh ben tu l'as pas. Tu vois? Alors, ça, j'ai pas encore réussi vraiment trop à l'interpréter d'un point de vue spirit. Il faudrait qu'on réfléchisse. Ben, c'est pas le moment. C'est probablement lié à l'influence spirituelle, justement. Ouais. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous dis, j'étudie la parapsychologie parce que ils sont beaucoup plus avancés que nous sur certains sujets. Par exemple, sur les EMI, le livre de Renaud Évrard, là, le dernier qu'il a écrit, j'ai jamais vu une étude aussi détaillée sur tous les aspects de la parapsychologie. Même, et pourtant, Renaud Évrard, il écrit clairement dans son livre, on ne peut pas dire de moi que je crois aux esprits. Hein. C'est-à-dire, je suis encore loin d'admettre cette hypothèse. Donc, il a un point de vue assez matérialiste, mais l'étude qu'il a faite, elle est vraiment remarquable. Ouais, moi, Charles, j'ai un gros livre, c'est un pavé, et j'ai jamais réussi à finir de le livre. C'est aussi Science et phénomènes de l'au-delà. C'est peut-être ça aussi, je me rappelle plus l'auteur. De Renaud Évrard? Je me rappelle plus l'auteur, mais je le mettrai sur Je pense pas que je l'ai ici. Science et phénomènes de l'au-delà. C'est un pavé, hein. Ah, peut-être, attendez. C'est Je voulais possible. faire un petit résumé pour la revue Spirit. Voilà, c'est celui-ci. Il n'a pas cette couverture, il est tout blanc, le dessus. Donc, Ben, c'est remarquable, hein, c'est un livre qui. J'ai jamais vu une étude. Et justement, il parle de les différentes hypothèses, des hyperactivités au niveau du cerveau dans ces moments de lucidité ou de surexcitation à l'approche de la mort, etc. etc. C'est très, très intéressant. Ouais. Il faudra que Ouais, je je le m'étais scanne. intéressé plutôt sur le pourquoi vous avez fait une expérience de mort imminente et non pas comment vous l'avez faite. Alors, il parle aussi du pourquoi. Il dit, voilà les circonstances dans lesquelles, généralement, elles se produisent. Tu vois, qu'est-ce qui peut déclencher une EMI? Alors, il y a les traumatismes, hein, les arrêts cardiaques, etc. Mais, alors, là, en l'occurrence, son motard, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'est pas tombé. Hein. C'était ce qu'on appelle, dans le langage anglais, un near miss. Il a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Et ça suffit pour déclencher une EMI chez lui. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis pas mort, mais j'étais à la frontière, quoi. Et tu avais quand même un arrêt cardiaque ou quelque chose, non? je sais pas. Ça s'est passé tellement vite que oui, je sais pas si je suis mort ou pas, quoi. Mais après, c'est lors de l'expérience de mort imminente, c'est passé à 10h du matin, où j'ai vu une porte des étoiles, une fameuse Stargate sous l'eau. C'est à ce moment-là qu'on m'a rattrapé, j'ai pas pu rentrer dans ce tunnel. Mais par contre, le soir même, j'ai 12 heures après, c'est là où j'ai vécu une décorporation, une rencontre avec un esprit qui est sorti de mon mur, où là, j'ai eu tout un tas de phénoménologies qui m'ont en fait amené sur le. C'est pour ça que je me suis intéressé au pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on me disait justement pendant cette deuxième expérience que j'avais des facultés médiumniques, tout simplement. 12 heures après, tu étais à l'hôpital ou tu étais. Non, je suis même pas allé à l'hôpital. J'ai eu cette chance-là qu'on m'a sauvé sous l'eau et j'ai retrouvé mes esprits une fois que je suis rentré, je suis sorti de l'eau. Il n'y a pas eu d'incidence. Mais Tu n'étais pas en arrêt cardio-respiratoire, on t'a pas absolument réanimé. pas.
absolument pas. Donc, je ne sais pas si, après j'ai arrêté les études là-dessus, mais je sais que le docteur Charbonnier parle de EMP, c'était expérience de mort provisoire. Et pour moi, il y a une différence entre le provisoire et le imminent. C'est-à-dire, une expérience de mort imminente, c'est que c'est imminent, c'est que tu n'es pas mort. Ouais. Par contre, l'expérience de mort provisoire, c'est que tu es provisoirement mort. Donc là, tu es cliniquement mort. Il y a une petite différence. Mais au bout du compte, on parlait déjà, je crois que c'est Françoise qui parlait de ça tout à l'heure, il y a des gens qui voient Marie, il y a des gens qui voient Jésus, il y a des gens qui voient des esprits, il y a des gens qui voient l'électricité, et tu vois qu'après, c'est un message qu'on leur passe. Et il y a cette fameuse dame, là, Sarako, je sais plus, Nathalie Sarako, qui elle a vu Jésus dans son expérience de mort imminente, et elle ne fait que des interventions dans les églises pour parler de Jésus, par exemple. Donc, en fait, il y a quelque chose, un facteur qui fait que pendant cette expérience de mort imminente, on a une petite indication de ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. Je sais que mes guides, moi, m'avaient dit après, on t'a pas rendu la vie à des fins égoïstement personnelles, et tu avais d'autres choses à faire que ce que tu étais en train de faire. Donc, c'est eux qui m'ont provoqué cette expérience de mort imminente pour me ramener vers la spiritualité. J'avais perdu totalement le chemin que je m'étais fixé. On voit des descriptions il en parle aussi, Renaud Évrard, mais c'est surtout Pim van Lommel qui a écrit sur ce sujet-là, parce que une expérience de mort imminente, la personne vient, elle te dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai vu ça, tu ne peux pas vérifier, hein, c'est purement subjectif. Par Mm. contre, ce qui est vérifiable, c'est voilà la personne, son profil psychologique avant, et voilà la personne, son profil psychologique après, Mm. qui a profondément changé après cet épisode. Ça, c'est quelque chose qu'ils arrivent un peu mieux Mm. à appréhender, même si là aussi, il y a des limites, quoi. Et Mm. donc, il en parle, ça, Renaud Évrard. Si tu veux te repencher dans le pourquoi, je pense que dans ce livre-là, il est un peu érudit par moment, mais là, tu trouveras pas mal de pistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Ok, merci. Je t'en prie, Françoise? Alors moi, je veux dire, je vais pas dire que j'ai vu Jésus, mais au plus profond d'une immense douleur psychologique, j'avais perdu quelqu'un. Donc un matin, enfin oui, c'était à la fin de ma nuit certainement, et j'ai vu un personnage donc avec des cheveux blonds jusqu'au menton, une barbe blanche jusqu'au menton, et des yeux d'une douceur extraordinaire, mais extraordinaire, d'une luminosité que je ne peux pas retrouver, même si je ferme les yeux, je ne la retrouve pas, d'une luminosité, mais sans faire mal. C'était une lumière, quoi. Et il penchait sa tête comme une maman qui penche sa tête, et c'était masculin. Et pourtant, il penchait sa tête comme une maman qui penche sa tête sur son bébé, avec beaucoup. Et alors, je vais dire quelque chose qui est extraordinaire, que je n'ai pas compris pourquoi, mais si après, si je fais la relation, j'ai vu aussi le sein maternel gonflé de lait, donc j'ai vu un sein. Voilà, donc j'ai vu ce personnage, j'ai vu cette douceur extraordinaire, cette luminosité, et donc, je décris bien d'une blancheur, les cheveux, la barbe et tout, et ce sein maternel. Voilà, c'était un message que j'ai reçu. Évidemment, on se transforme après parce que voilà, c'est une transformation après je ne sais plus comment on peut dire, mentale, psychologique, qui se fait tout doucement, en fait. Voilà. Ouais, Donc, bah, il y a une transformation profonde et ça, on ne peut pas la nier, quoi. ouais. Alors, il y a des personnes, moi j'ai vu des personnes qui sont, après l'EMI, ont complètement changé, ils se sont transformés, disons, en mieux, quelque part, même si c'est parfois un peu difficile de juger si c'est mieux ou pire, et d'autres qui se sont complètement satellisés après l'expérience, quoi. Qui sont Fertiliser, partis c'est-à-dire. vraiment dans du grand n'importe quoi. Ah oui. Donc voilà, chacun, c'est des expériences qui sont réelles pour les personnes. Et puis voilà. Mais j'étais surpris de voir quand même dans ce livre-là à quel point la science a déjà épluché pas mal ce phénomène. Et ce que je disais tout à l'heure quand on parlait avec Franck, il est bon que la science continue à approfondir ces sujets-là. Voilà, ben écoutez, il est déjà presque 8h39, hein, on va s'arrêter là.
On va remercier les bons esprits. C'est un sujet inépuisable. À la limite, il faudrait presque diviser cette leçon en deux, quoi, parce que c'est un peu, il y a beaucoup trop de choses. Et puis, vous voyez, dans le texte, on ne parle pas d'EMI. Il faudrait le réviser, le compléter pour l'actualiser un petit peu. On va aussi remercier tous les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider à ces réflexions, comprendre ces choses, voir l'importance du sommeil par lequel on passe quotidiennement et qu'on puisse là aussi en profiter un maximum pour y chercher les ressources qui nous permettent d'évoluer, de devenir chaque jour un peu meilleur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. À cet après-midi, donc, je crois, non? À cet après-midi, ouais, pour ceux qui D'accord. veulent suivre le Léon Denis. Et puis sinon, je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura le dernier cours de cette année. Voilà. D'accord. Bon dimanche à Bon dimanche à tous. tout le monde. Merci, Bon Charles. dimanche.